Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue. Est-ce que vous pouvez mettre un petit oui dans le chat si vous entendez bien ma voix, s'il vous plaît? Super, merci beaucoup. Alors, bienvenue à ce webinaire. Donc, le thème aujourd'hui, c'est EDD et EMI, des leviers pour enseigner autrement l'histoire, la géographie et l'EMC en lycée pro. Nos intervenants aujourd'hui sont Christophe Escartin et Sophie Philippi, qui sont auteurs des nouveaux cahiers Histoire Géo EMC, qui vont se présenter juste après. Je voudrais juste vous préciser que l'intervention donc va durer 40-45 minutes et puis après vous aurez un temps pour vos questions. Donc n'hésitez pas pendant toute la présentation à poser vos questions dans le chat et puis les intervenants y répondront à la fin de l'intervention. Voilà, et bien je vous souhaite un très bon webinaire et je laisse la parole à nos intervenants. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc je suis Christophe Escartin. Je suis inspecteur de lettres histoire-géographie et chef de mission académique de l'éducation et développement durable à l'Académie de Toulouse et auteur de longue date aux éditions Fouché et en particulier engagé sur cette collection des nouveaux cahiers. Et je suis avec moi, donc, si tout le monde m'entend. Donc, Sophie Philippi, moi je suis enseignante en histoire géo dans l'Académie de Strasbourg et auteur avec Christophe et puis avec toute l'équipe des nouveaux cahiers. Effectivement, nous représentons toute une équipe et à travers cet angle de l'éducation développement durable et de l'éducation médias information, on va vous proposer quelques éléments de réflexion et d'articulation sur ces éducations transversales au cœur de nos enseignements d'histoire-géographie, mais aussi d'enseignement moral et civique, en rappelant avant tout que ces éducations transversales, elles sont au cœur du projet républicain de l'école. Le Code de l'éducation commence par ces éducations. Il les pose comme finalité de ce que doivent permettre d'être nos élèves en tant que futurs adultes, futurs citoyens, futurs professionnels, dans les différents aspects de leur vie et dans les différents aspects de la citoyenneté. Des éducations transversales, et c'est particulièrement vrai pour le DD et l'EMI, qui sont pensées comme des éducations globalisées, c'est-à-dire qu'elles envisagent le traitement de la pensée complexe, l'appréhension de la complexité, qu'elles envisagent aussi dans cette complexité l'analyse systémique. Et en ce sens, ce sont véritablement, comme le nom l'indique, dans la transversalité, ce sont des éducations qui traversent à la fois le parcours des élèves, depuis la maternelle jusqu'à la fin du lycée et même au-delà, mais aussi l'ensemble des disciplines, et s'inscrit dans les disciplines avec deux vertus ou deux intérêts majeurs. C'est d'une part de pouvoir contextualiser les savoirs, de problématiser les apprentissages, mais aussi de mobiliser, de développer des compétences qui sont inscrites dans les disciplines, mais qui aussi les dépassent et les raccrochent, les raccordent aux autres disciplines et les raccordent au monde. Avec une question qu'on vous propose, c'est finalement ces éducations transversales, est-ce que ce sont des éducations A, ou plutôt ne serait-ce pas des éducations des éducations pour être au monde, des éducations pour être acteur, pour prendre sa place, pour trouver sa place, pour interroger le monde. Donc des éducations qui permettent d'envisager les questions, la complexité, en se projetant et en envisageant un positionnement qui est à la fois réfléchi, critique, éclairé,
mais aussi engagé, tourné vers l'action et vers le sens individuel et collectif. Et en ce sens, l'éducation développement durable et l'éducation média à l'information sont très explicitement positionnés au cœur des enjeux d'éducation à la citoyenneté dont elles participent pleinement. Alors, on va vous proposer une intervention à 2 voix, alternativement selon les aspects, et parfois sur une même diapositive, on sera amené à intervenir conjointement parce que le EDD et EMI se rencontrent, se croisent et se nourrissent également les uns les autres. Peut-être juste un petit rappel du cadre de chacune de ces éducations. D'abord sur le développement durable, avant d'envisager l'éducation développement durable, le développement durable, donc un cadre d'action et de conduite de politique publique qui se décline des échelles internationales, de l'ONU, avec l'agenda 2030 qui a été adopté en 2015, et des objectifs de développement durable qui déclinent les enjeux et les défis à relever. Donc cet agenda 2030, c'est un programme de développement durable qui vise à, et on est véritablement dans l'inscription de la logique même et de la notion même de développement durable, à envisager l'humanité et la planète, donc le monde et la Terre, dans une vision prospective, de transformatrice, pour garantir la prospérité. Et la prospérité, à envisager sur les 2 aspects, l'humanité et la planète, les 2 étant indissociables pour garantir le caractère viable et durable de notre monde et de notre planète. Donc ces objectifs de développement durable, je vous en présente deux types de représentations. Alors souvent, la représentation la plus connue, la plus courue, c'est celle qui est à gauche, la sorte de damier qui pose les 17 tuiles, 17 objectifs de développement durable, qui a l'intérêt de les rendre lisibles, mais qui présente une difficulté, à mon sens, c'est qu'elle ne laisse pas apparaître cette représentation, l'interaction de ces objectifs de développement durable, puisqu'en fait, ils doivent s'envisager les uns en relation avec les autres, envisager la question de l'eau potable et salubre, sans envisager la question des infrastructures et sans envisager la question de la vie aquatique, par exemple, serait un non-sens ou un contresens. On voit une deuxième forme de représentation qui est circulaire, et là qui est traduite par Elix, l'ambassadeur numérique virtuel des objectifs de développement durable pour l'ONU. Forme circulaire qui suggère cette interconnexion de manière plus évidente. Mais je vais choisir une troisième représentation, celle-ci qui est beaucoup moins connue, le wedding cake qui est proposé par l'université de Stockholm, donc le gâteau de mariage, pour proposer une traduction littérale, qui montre qu'en fait ces objectifs de développement durable, on est bien dans la perspective que l'on connaît habituellement autour des 3 sphères, économie, société et environnement, mais qui peuvent s'envisager, grâce à ces objectifs de développement durable, de manière plus imbriquée, intriquée et plus systémique, avec 2 grands ensembles. D'un côté, la biosphère, le système Terre que j'évoquais tout à l'heure, donc la diversité terrestre, marine, l'eau et la question des changements climatiques, du réchauffement climatique, et d'autre part les enjeux sociétaux, que ça soit sur les aspects sociaux qui sont finalement les plus nombreux, l'accès, la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'alimentation, l'accès à l'éducation, à la santé, etc. Mais aussi des éléments structurels sur l'économie et de manière plus large sur les modes de vie et les infrastructures. Avec un fil conducteur qui est indispensable, c'est la question de la condition du partenariat et de la garantie d'un cadre qui
permettent la paix et la démocratie pour poursuivre ces objectifs qui visent à réduire les inégalités. De là se décline partout dans le monde, et la France n'est pas en retard sur le sujet, même s'il y a encore beaucoup à faire, dans des politiques d'éducation, développement durable, qui sont à la fois un objet et un levier pour les politiques de développement durable, avec une perspective qui s'inscrit clairement dans la logique, dans la filiation d'Edgar Morin et de cette savoir pour nécessaire à l'éducation du futur, de comprendre et agir, ou comprendre pour agir selon les acceptions, avec une éducation qui irrigue toute la vie éducative et pédagogique de l'élève, de la classe, puisque l'EDD, qu'elle soit en tant qu'éducation ou qu'elle soit en tant que sujet de développement durable, se retrouve dans l'ensemble des programmes disciplinaires, depuis la maternelle jusqu'à la fin du lycée, mais se trouve aussi traduite dans les politiques d'établissement, notamment les démarches globales, et enfin avec les partenaires et le territoire, qui offrent aussi des contextualisations au plus près du réel. De manière très récente, nous avons la chance en France d'avoir un cadre référentiel des compétences à faire acquérir et à évaluer pour les élèves pour l'éducation et le développement durable, qui sont étayés par des repères de progression de la maîtrise de ces compétences et des attendus de fin de cycle liés à des thématiques données, mais qui permettent en fait de venir enrichir le parcours des élèves de manière transversale et croisée avec l'ensemble des enseignements et des disciplines, avec 4 grands domaines de compétences qui ne vous paraîtront pas étrangers, puisque ces domaines, ce sont des finalités que l'on retrouve également dans les enseignements de l'histoire-géographie et de l'EMC, s'ouvrir à la complexité, faire preuve d'esprit critique, adopter un comportement éthique et responsable et agir individuellement et collectivement pour construire un monde durable. Et cette dimension prospective, elle est vraiment constitutive de l'éducation et du développement durable. Donc, pour cette première présentation assez rapide, je propose qu'on articule sur l'éducation média et l'information par Sophie. Oui. Alors, donc l'EMI, la diapo s'intitule « Esprit critique et citoyenneté active ». C'est parce que l'esprit critique est vraiment au centre de cette éducation-là. Cet esprit critique qui permet qui permet à l'élève de s'engager et donc d'avoir une citoyenneté active. Donc ça, c'est vraiment le but de l'EMI dans notre système scolaire. C'est une éducation transversale, hein, comme le DD, et toutes les disciplines peuvent se saisir de cette éducation. Il y a un rôle important des professeurs documentalistes qui sont souvent en première ligne pour ce qui est de l'EMI, mais nous, en tant que prof de lettres histoire ou même d'autres matières, on est tout à fait fondés à travailler cette thématique et à se saisir de cette thématique. Donc pour ce qui est du cadre, l'éducation aux médias a connu beaucoup d'évolutions en termes d'approche, puisqu'on est passé d'un monde des médias clairement identifiés avec la télé, les journaux, avec des canaux individualisés, et on est passé de cette image-là à une jungle informationnelle où potentiellement tout le monde peut être producteur d'informations. Et donc on parle d'infobésité. Pour bien montrer à quel point ce paysage médiatique et informationnel a évolué dans notre ère numérique. Et donc ça, ces évolutions ont fait que les problématiques ont largement évolué. Et ça donne à cette thématique un caractère un peu foisonnant, puisque on va avoir comme thématique les réseaux sociaux, les fake news, la pluralité des médias, leur indépendance, l'économie des médias, les lanceurs d'alerte, la donnée, la liberté d'information, les stéréotypes dans les médias, etc., etc. Donc c'est quelque chose d'assez foisonnant et donc on peut s'en saisir facilement, mais en même temps on est un peu perdu face à cette pluralité des thèmes.
Alors, on fait de l'éducation aux médias dans le système scolaire français depuis très longtemps, depuis les années 80. Et donc, on ne va pas remonter toutes les circulaires. J'ai simplement mis la circulaire du 24 janvier 2022, qui est la plus récente et qui généralise cette éducation aux médias et à l'information et qui donne une nouvelle impulsion à l'éducation aux médias et à l'information. Il y a quand même un tournant important, c'est 2015 avec les attentats de Charlie, qui ont fait que ces attentats, la façon dont ils se sont déroulés, ont montré qu'il y avait la nécessité d'un travail avec les élèves sur la liberté d'expression, ses racines historiques et son importance démocratique. Donc la circulaire du 24 janvier 2022, elle définit cette EMI qu'elle inscrit dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, avec notamment tout ce qui est autour d'utiliser les outils de recherche, valider le contenu, confronter les sources, identifier les médias, en comprendre le fonctionnement, différencier les informations et les connaissances, les opinions et les faits. Bon, tout ça, c'est dans ce socle de connaissances et de compétences et de culture. On a le parcours citoyen dans lequel s'inscrit aussi l'EMI. Ce parcours citoyen, c'est surtout le travail d'analyse des représentations stéréotypées, des discours de haine. Tout ça, c'est dans le parcours citoyen. Et donc, en lien très souvent avec l'EMC. Il s'agit aussi de se positionner face à la désinformation ou à la mauvaise information, en lien avec le développement durable ou avec les sciences, par exemple. Et puis enfin, le parcours d'éducation artistique et culturelle, donc les deux ministères, l'éducation nationale et le ministère de la Culture, se sont mis d'accord pour travailler ensemble autour de ce parcours. Et donc l'EMI en fait grandement partie. Donc là, c'est la question du point de vue, de l'altérité de son expression. Et voilà, si tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, donc de la même façon que le développement durable, la Commission européenne, l'OCDE, l'UNESCO, le Conseil de l'Europe se sont saisis de ces thématiques. Donc c'est aussi une préoccupation à l'échelle de l'Europe avec des pays qui sont très en pointe, comme la Belgique par exemple. Et on voit aussi ici les compétences transversales, donc faire preuve d'esprit critique, savoir s'exprimer à l'oral, la créativité, l'innovation. Bien sûr, on est autour du numérique. Savoir collaborer, ça c'est aussi en lien avec le numérique, et s'engager et développer une capacité d'agir. On peut citer là tout ce qui se fait dans les établissements autour du journal scolaire ou des podcasts par exemple, dont beaucoup d'équipes dans les établissements se sont saisies. Voilà, et puis la dernière diapo qui est autour des compétences, des capacités à développer. Alors on voit bien l'esprit critique au centre avec les différentes capacités comme s'informer, savoir s'informer, évaluer l'information, distinguer les faits des interprétations, confronter les interprétations. Ça peut être une boussole dans notre enseignement pour travailler ces capacités et les développer afin d'avoir un esprit critique qui est sans arrêt mis sur le métier. L'esprit critique, il ne s'acquiert pas une fois pour toutes et puis on l'a, il faut le travailler sans arrêt. On est toujours... il faut toujours remettre le travail sur le métier. Et donc, j'ai mis aussi le Clémy. Donc, il y a un site clémy.fr. Donc, ça, c'est le Clémy, c'est l'organe principal de mise en œuvre de l'éducation aux médias. Il y a énormément de ressources sur le site et dans chaque académie, il y a un coordonnateur académique du Clémy. C'est des équipes académiques qui sont là pour aider notamment au travail avec les enseignants. Donc toutes ces ressources sur les journaux scolaires, etc. sont sur le site et puis je vous invite à aller voir et à contacter le coordonnateur de votre académie et les équipes du Clémy. Voilà, je crois que j'ai fait, alors évidemment on pourrait encore développer, mais j'ai fait le tour dans le temps qui m'était imparti pour disons, essayer de cadrer globalement cette EMI qui, comme je l'ai dit, est quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement foisonnant.
Alors, ce que nous vous proposons maintenant, c'est d'aborder ces questions EDD et d'EMI en interrogeant leur place dans les enseignements d'histoire-géographie dans un premier temps, et dans un deuxième temps, on fera avec la même chose avec l'enseignement moral et civique, pour voir voir avec vous quelles sont la place que peut prendre l'EDD, que peut prendre l'EMI dans les enseignements d'histoire-géographie pour commencer. Alors, juste un rappel de l'introduction des programmes de l'histoire-géographie dans la voie professionnelle, qui rappelle dès les premières lignes que l'enseignement d'histoire-géographie est un enseignement émancipateur et porteur de citoyenneté. Évidemment, historiquement, c'est la place même de cette discipline dans le système scolaire français, mais avec cette particularité aujourd'hui qui éclaire les grands défis du XXIe siècle, en particulier les défis liés à l'environnement et aux objectifs de développement durable. Donc, positionné très clairement dès le début du préambule des programmes, que ce soit en CAP ou en baccalauréat professionnel. Ça veut dire qu'il y a une présence explicite des sujets de développement durable, des problématiques de développement durable, mais aussi des démarches d'éducation au développement durable. Alors, en termes de sujets, de problématiques, on voit évidemment que la présence dans les programmes de géographie est particulièrement explicite. Si l'on s'en tient au programme de seconde, les deux thèmes, par exemple, l'un sur les réseaux et les échanges mondialisés, l'autre sur les circulations des personnes, abordent explicitement les questions climatiques, abordent explicitement les migrations ou les mobilités humaines liées aux questions ou aux conséquences environnementales. Ou aux effets des mobilités aussi sur l'empreinte carbone notamment. Mais il y a aussi des capacités, des programmes qui sont ciblés sur cette question-là, comme par exemple connaître et comprendre les objectifs de développement durable ou comprendre le lien entre transport et changement climatique. Donc en géographie, on pourrait décliner ceci sur la première, sur la terminale, et avec un terminal en géographie une thématique annuelle qui est explicitement sur les enjeux de changement globaux. Donc, très explicite. En histoire, souvent, on a le sentiment que l'éducation au développement durable, elle est plus tournée vers le présent et le futur et qu'on l'interrogerait moins en histoire. Et pourtant, il y a bien des opportunités, il y a bien des questionnements qui peuvent être intéressés pour éclairer le présent de la connaissance du passé, en mobilisant, en interrogeant ce qui, dans la logique des programmes tels qu'ils sont écrits, qui proposent une interrogation entre la première mondialisation jusqu'à l'interrogation du monde du XXIe siècle, ce qui a pu imprimer dans l'histoire des problématiques qui sont aujourd'hui des problématiques ou des défis de développement durable. Et ceci, c'est une question dont on s'est emparé dans le nouveau cahier de seconde bac pro, dans une activité sur je comprends le rôle et l'influence des acteurs, avec un complément qui est proposé autour de l'économie coloniale et toute la question de l'esclavage et de l'économie de plantation, un complément que Sophie connaît très bien puisqu'elle en est à l'initiative, mais qui est dans cette interrogation de trois objectifs de développement durable qui permettent d'interroger le passé pour comprendre aussi ce que la première mondialisation a imprimé aussi dans ces systèmes économiques, dans ces systèmes de prédation des ressources, sur les effets du changement climatique aujourd'hui. Alors, si tu veux en dire un mot, Sophie, ou si tu veux que je continue. Non, continue, je t'en prie. Donc là, par exemple, alors c'est le propre de ces ressources complémentaires, là le plus ODD, un rappel de trois ODD qui sont concernés par cette question-là et qui envisagent, qui sont contextualisés à partir d'un premier paragraphe. Qui met en lumière ici que cet épisode historique de la culture de la canne à sucre
permet de penser aujourd'hui aussi les impacts industriels sur la nature, les impacts des modes de production agricoles et industriels et les effets qu'ils ont sur les systèmes, sur le système Terre et en particulier sur le système climatique. Mais également, dans une logique de développement durable, ce que ça a comme impact aussi sur les conditions de travail et sur les conditions de développement des populations au sens premier du terme. Et là, par exemple, la ressource qui est proposée de manière complémentaire à cette réflexion, c'est un article sur la canne à sucre des désastres écologiques, un entretien avec un historien qui était paru de mémoire dans un hors-série sur l'esclavage, une histoire française, et qui permet véritablement de faire ce pont et d'éclairer avec les élèves ce pont entre pourquoi on s'intéresse aussi à l'économie de plantation. C'est parce que c'était un premier temps de mondialisation, mais c'est aussi parce que ça nous permet de comprendre des choses qui sont imprimées dans le monde aujourd'hui encore. De manière plus explicite, et là c'est en géographie, un autre type de démarche qui est proposé, et là c'est sur une activité de différenciation, et dans ce que j'évoquais tout à l'heure, dans la mobilisation qu'il est possible de faire parfois des compétences de l'EDD et de l'EMI de manière conjointe, pour traiter une problématique géographique, pour traiter un sujet, un objet de géographie, au prisme du développement durable et dans des clés de lecture que propose l'éducation au développement durable, l'éducation aux médias à l'information, tout en mobilisant, tout en permettant la mise en œuvre de compétences disciplinaires. Ici, explicitement, c'est une activité de différenciation, alors avec deux parcours différents proposés, un parcours qui est plus autonome pour l'élève et un parcours qui est plus accompagné pour des élèves qui auraient besoin d'étayage supplémentaire. Sur la question vers un tourisme durable, avec, mais notamment cette une de Libération sur la question du tourisme de masse qui s'imprime de manière forte et qui imprime vraiment des effets sur les mobilités à l'échelle internationale, avec tout le système des croisières, etc., qui ont des impacts majeurs sur les sociétés, sur les écosystèmes, et toute cette réflexion qu'amène le développement durable, c'est est-ce que cette forme de tourisme, quelle en est la limite, quelles en sont les perspectives, et la mise en regard d'un autre type de démarche liée au développement de l'écotourisme ou du tourisme durable sur d'autres modalités, et qui permettent en fait d'interroger dans ce que nous donne à voir les médias, dans ce que nous donne à comprendre l'éducation au développement durable, comment on permet aux élèves de faire parfois ce pas de côté pour réinterroger ce qu'ils viennent d'étudier ou pour interroger ce qu'ils doivent questionner comme problématique historique ou géographique ici en l'occurrence. Mais de la même manière, en EMI, de la même manière, en EMI, on a cette double page, immigration en Europe et journalisme, qui est, disons, qui permet de traiter la thématique en lien avec la géographie, donc le second thème de Géo, une circulation croissante et diverse des personnes à l'échelle mondiale, et qui permet de travailler à la fois la photographie de presse, donc ça c'est un photoreporter qui fait cette photo, avec un texte, et puis le dessin de presse, qui sont des leviers très importants en EMI et en géographie également. Et donc, c'est en lien aussi avec le français, avec les capacités travaillées en français. On peut voir cette photographie, par exemple, le travail sur la photographie, l'analyse de la photographie, comment elle est
son montage, disons, comment on peut l'interpréter, et puis surtout, ça peut ouvrir aussi à l'étude de photographies de nombreux photoreporters. Hein. Les photographies en lien avec les migrations sont extrêmement importantes. On peut remonter aux années 30 avec Dorothée Allange. Je pense aussi à Juan Medina, qui est un photojournaliste qui documente les traversées de l'Afrique vers l'Europe. Et donc, c'est une proposition qui permet aussi d'élargir le champ et d'ouvrir à d'autres photoreporters. Quant au dessin de presse, c'est les dessinateurs de presse se sont vraiment emparés de cette thématique des migrants, et c'est aussi une façon pour eux de prendre position et de montrer que on a là un journalisme d'opinion, et donc c'est un mode d'expression singulier que la géographie permet d'investir. Donc alors on le voit pas là sur cette page, mais il y a aussi tout ce qui est autour des graphiques en géographie et d'une instrumentalisation potentielle, hein, et même de la sémantique autour de la crise des migrants, entre guillemets, des différents graphiques qu'on peut voir, où la représentation en elle-même va induire une pensée et donc une opinion. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut assez facilement voir en géographie, avec un exemple, cette page qui est relativement bien faite pour ça. Alors bon, bien sûr, une des thématiques en EMI, c'est la question des fake news, de la désinformation, des sites parodiques, et aussi par extension du fact-checking. Donc ça, c'est autour d'un exemple. Autour d'un exemple pour la firme Nutella, donc la firme Ferrero, qui est victime d'un site parodique. Et donc, bon, il y a un travail sur le document, et puis ensuite sur un texte, donc de démenti. Et donc, ça permet quand même de voir qu'une fausse information, donc là, la source, elle est assez... Donc c'est un site parodique qu'on peut assez vite démonter, mais une fausse information, quand elle est virale, elle bénéficie d'une visibilité très importante. Elle est partagée massivement en un clic, alors que la fact-checker, ça demande beaucoup de temps, et puis ensuite, elle n'est jamais aussi virale que la fausse information. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut voir avec les élèves, pour qu'eux-mêmes, évidemment, comprennent à quel point vérifier une information, et puis avoir un esprit critique face aux informations est important. Alors je pense aussi aux nombreuses ressources qui sont en ligne qu'on peut coupler avec ces pages du manuel, et je pense notamment à la série La Fabrique du mensonge qu'on trouve sur Lumni, et notamment à un épisode par exemple sur le Brexit, hein, qu'on pourrait utiliser en classe, et qui montre à quel point les fausses informations au Royaume-Uni à ce moment-là ont eu un impact sur l'opinion publique et leur volonté de participer, enfin de faire le Brexit. Et donc, ces ressources se trouvent sur Lumni. Ce qui est intéressant dans ces deux doubles pages, c'est que pour une fois, en fait, on propose aux élèves un décloisonnement de fait de leurs apprentissages. Oui. Ce n'est pas simplement un enseignement de géographie, c'est un enseignement de géographie qui s'appuie sur une ou deux éducations transversales. L'occurrence, sur cet exemple-ci, on touche aussi à des questions sensibles ou des questions vives de développement durable, sur la question huile de palme, etc., qui gravitent autour de ces informations et de ces désinformations. Et le levier de l'EMI qui permet de mettre à distance ces questions-là, mais aussi de remobiliser, en lien avec le français, tout ce qui est produit comme connaissance, comme démarche, comme compétence en français sur l'information, la construction de l'information, sur la production d'un discours informationnel et de communication. Et là, ce type d'activité, véritablement, offre l'opportunité de permettre à l'élève, non pas de reconstituer lui-même le sens global de ce qu'il apprend en français, en géographie, en EMI, en EDD, mais d'avoir des contextes pédagogiques qui, bien qu'étant le traitement d'une situation
de géographique, d'une situation par contre de géographie, lui permet aussi d'aller rechercher et de remobiliser ce qu'il sait par ailleurs de ces questions-là. De la même manière, sur l'EMC, et là on est dans une actualité très actuelle, puisque le nouveau programme d'enseignement moral et civique vient d'être publié. Alors, il avait été annoncé depuis un certain temps. Il y a eu la consultation qui a eu lieu. Et dans ce qui avait été dans la lettre de saisine du ministre au Conseil supérieur des programmes, mais qu'on retrouve parfaitement traduit dans le programme publié, c'est la réaffirmation de l'EDD et de l'EMI comme participant pleinement de l'éducation à la citoyenneté et comme devant trouver explicitement et fortement leur place au sein des apprentissages qui sont développés en enseignement moral et civique et de manière plus large dans le cadre du parcours citoyen, et Sophie l'a rappelé tout à l'heure. Donc, pleine participation de l'EMC à l'EMI, à l'EDD, mais en retour, il y a la réciproque qui est vraie aussi, hein, puisque c'est toujours, avec l'éducation transversale, un aller-retour. L'éducation transversale nourrit un enseignement, mais aussi se nourrit de cet enseignement. Un rappel que la citoyenneté inspire les actions qui mettent les élèves au contact de la société, en particulier celles qui concernent l'éducation développement durable, la prise de conscience écologique, et qui ont vocation à susciter un engagement individuel et collectif. Et là, on retrouve les mêmes finalités sur le MI, sur le DD, sur cette question de l'appropriation des questions, de développer l'engagement individuel et collectif, ou de développer ce qu'on appelle aussi le sentiment de pouvoir agir, ou si on utilise un gros mot anglais, l'empowerment, ou l'agentivité, qui sont globalement l'idée qu'on va permettre aux élèves d'éprouver dans l'action, dans le projet, dans l'engagement, d'éprouver des questions, des démarches pour imaginer trouver les bonnes questions, mais aussi imaginer des réponses possibles et mettre en œuvre une prospective qui est fondée à la fois sur les valeurs, sur l'éthique, mais aussi sur les connaissances et l'esprit critique. Et enfin, ce programme de MC intègre explicitement des contenus d'enseignement liés à ces deux éducations transversales. Alors, avec des thématiques qui sont explicitement corrélées au champ des médias et de l'information ou au champ du développement durable, mais de manière plus large, il y a des entrées EMI, EDD qui émaillent l'ensemble des thématiques de MC dans ces programmes, depuis le CP jusqu'à la fin du lycée, et avec un programme qui est commun pour l'ensemble des lycées, puisque l'ambition est bien la même pour l'ensemble de notre jeunesse à l'issue d'une scolarité, quel qu'ait été le parcours choisi. Un exemple de mobilisation que nous proposons dans les nouveaux cahiers toujours là de seconde bac pro, dans une activité sur le développement de l'esprit critique, autour d'une question socialement vive ou socialement sensible, qui est celle des méga-bassines, avec une activité qui véritablement s'inscrit dans une réflexion qui mobilise l'aptitude du programme, écoute et observation, réflexion et discernement, c'est-à-dire qui vise et c'est le propre de l'approche éducative des questions socialement vives, à refroidir les questions pour les objectiver, pour pondérer les points de vue des acteurs, les enjeux, les défis, les limites, pour finalement se forger une opinion et être capable de l'argumenter et de la traduire auprès des autres. Ici, l'activité est véritablement dans ce sens-là, puisqu'on a finalement deux positions qui sont mises en regard. Celle des agriculteurs qui veulent stocker les eaux de pluie localement et celle d'associations, notamment d'associations environnementales, qui se positionnent contre ces projets avec des arguments qui s'opposent. Et l'activité conduit les élèves véritablement
à comprendre les points de vue des uns et des autres, à mesurer ce qu'implique une telle démarche, un tel projet. Et après avoir observé les arguments de chacun, après avoir identifié le conflit d'usage, l'avoir mis en regard des enjeux, des défis qui se posent autour de l'eau, d'être en capacité de les conduire à prendre une position argumentée sur pourquoi ces bassines devraient être ou ne devraient pas être construites dans le bassin concerné dans la Vienne. Donc la mobilisation des compétences qu'on évoquait tout à l'heure et qui là aussi, si l'entrée ETDD, la démarche reste la même dans ces deux éducations transversales. Autre type de démarche qui est proposé, alors là c'est issu du cahier de CAP, donc dans une démarche de projet qui est proposée en lien avec la renaturation du lycée. Un projet de renaturation qui peut prendre appui, et on a une incitation dans le préambule du programme à s'appuyer sur des projets qui s'ancrent dans l'établissement et qui s'ancrent sur des problématiques de développement durable, qui peut être conduit dans le cadre d'une démarche de MC, mais qui peut éventuellement aussi être croisé en projet interclasse, avec d'autres enseignements, qui peut s'articuler aussi avec l'action des éco-délégués dans l'établissement. Mais en EMC, il y a toute légitimité pour envisager ce type de projet qui va amener à faire un diagnostic, à rencontrer les acteurs, les usagers de ces espaces scolaires, à identifier des problématiques qui sont celles du développement durable. Les espaces scolaires, vous le savez, ce sont des lieux d'inclusion, mais ce sont aussi des lieux d'exclusion. Il y a des lieux de répartition genrée. Très souvent, les cours sont occupés à leur centre par les garçons sur des activités qui consomment beaucoup d'espace. Les filles sont reléguées sur les pourtours de la cour, le plus souvent sur le long des murs des bâtiments. Et toutes ces questions-là, en plus de la renaturation, méritent de s'interroger. Et là, on est véritablement dans une démarche de citoyenneté et légitimement de MC, avec toute une démarche qui amène à construire ce projet, à en dessiner, faire une proposition graphique prospective, mais aussi après à le présenter au chef d'établissement et à l'ensemble de la communauté éducative pour envisager sa réalisation et pour que le projet ne reste pas juste une incantation. Oui, alors moi je voulais parler aussi des ressources complémentaires avec notamment les QR codes qui permettent d'avoir cette ressource complémentaire en lien avec la thématique qui est vue dans le cahier. Donc là, on est en EMC sur la liberté et responsabilité, l'information vecteur, nécessité et enjeu, et ça ouvre sur un document donc en lien avec le développement durable sur la charte du journalisme liée à l'urgence écologique. Je me rappelle plus exactement comment elle s'appelle. À la hauteur de l'urgence écologique. Voilà, c'est ça. Donc c'est un rappel de la charte des journalistes, la charte de Munich de 1971. Et donc là, c'est une volonté des journalistes de peser dans le débat autour du dérèglement climatique, et aussi en montrant quel rôle les journalistes doivent jouer dans la prise de conscience de ce dérèglement. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec les élèves. Donc bien sûr on peut travailler sur cette volonté des journalistes, et notamment sur les articles qu'on trouve dans cette charte, mais aussi sur la façon dont les journalistes s'emparent ou non de cette thématique. Toutes les fake news et quand même encore un certain climato-scepticisme, même si il est quand même beaucoup moins présent. Mais on peut travailler autour de cette thématique-là et voir à quel point les journalistes, pour certains, se sont emparés de ces thèmes.
Donc, on travaille en même temps le développement durable et l'EMI. Donc, c'est une approche vraiment complémentaire. Et puis, un autre exemple en baccalauréat professionnel en EMC, avec donc un petit article sur les tags autour, sur la façade du planning familial strasbourgeois, et une ressource complémentaire autour de la façon dont est disons, détourner ou instrumentaliser la question de l'IVG, et donc des officines ou des associations anti-IVG qui avancent masquées, et donc pour donner des outils aux élèves sur la façon dont on peut parfois les désinformer. Alors ces articles-là, c'est notamment un post Facebook d'un site anti-IVG, mais qui avance parfaitement masqué. Et donc là, l'idée, c'est bien de voir que sur les réseaux sociaux, là, alors en l'occurrence Facebook, c'est pas tellement un espace qui est utilisé par les élèves, mais peut-être par leurs parents, comment les réseaux sociaux parfois les désinforment sous des dehors très neutres. Donc il y a tout ce travail-là qui peut être fait et qui permet d'aborder ces questions et de voir comment bien s'informer sur l'IVG. Voilà, et puis je voulais encore dire un petit mot sur la pédagogie de projet. Comme en EDD, la pédagogie de projet, c'est une pédagogie intéressante en EMI, c'est-à-dire qu'on met les élèves en activité. Il s'agit d'écrire des articles, de faire des podcasts, de travailler avec des méthodes de journalistes, à leur échelle, bien sûr, mais de faire des reportages, des interviews, etc. Et donc, toute la gamme est très importante. Et donc, ici, on a l'idée d'un podcast, faire un podcast autour d'une thématique liée au développement durable. Mais bien sûr, ça peut être autre chose. Et donc, ça, les capacités travaillées sont les capacités de collaboration, d'évaluation. C'est des projets très riches. Et ça, en EMC, ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant. Par exemple, sur un semestre ou sur un trimestre, c'est réaliser un podcast autour d'une thématique et de voir comment l'évaluation de l'information, sa retranscription, la façon dont on écrit l'information va influencer celui qui la lit. Voilà, tout ça, c'est cette mise en œuvre, et c'est un peu ce dont Christophe parlait, la capacité d'agir de l'élève qui est mise au centre. Avec cette particularité qui est une démarche qui est accompagnée, qui donne un pas à pas aux élèves avec Voilà, c'est ça, c'est avec les étapes une à une, c'est extrêmement cadré. Et puis, c'est vrai que si on se dit on va faire un podcast, on est un peu perdu parmi toutes les possibilités et parmi toutes les façons qu'on a de faire. Donc là, on a un peu une guidance qui permet d'avoir quelque chose d'assez cadré. À la fois, les élèves ont la double page, et puis pour l'enseignant, c'est un peu plus confortable. Et une démarche ici qui permet en fait aux élèves de remobiliser des apprentissages de différentes thématiques du programme de MC de l'année de seconde, puisqu'il va y avoir à la fois les questions liées aux problématiques médiatiques et de liberté et responsabilité, l'information, vecteur, etc. Les questions de transition écologique et de responsabilité environnementale qui vont être questionnées, mais à travers ça aussi les questions purement de citoyenneté développées dans les autres thèmes, du positionnement in fine de l'acteur citoyen, puisque là l'apprenti journaliste qui va réaliser son reportage, qui va rencontrer les acteurs, qui va interviewer, qui va diffuser sa réflexion et son enquête, il va être aussi vecteur d'un positionnement éventuellement qu'on peut recorréler avec la charte évoquée tout à l'heure pour faire face à pour être à la hauteur de l'urgence écologique. J'avais perdu aussi l'expression. Mais peut-être qu'on peut laisser la possibilité de nous poser quelques questions.
Alors, on va regarder les questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Ah, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Oui, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Alors, comment traiter ces questions complémentaires alors que le programme est déjà très lourd? Sophie, tu veux répondre ou je réponds? Moi, je dirais que, alors c'est vrai que le programme en histoire géo est assez lourd. Hein, on peut pas, disons que les thématiques sont très nombreuses. Bon, il s'agit pas de traiter, enfin l'EMI comme le DD, hein, mais pour l'EMI, c'est on traite le programme de géo, on traite des questions, on traite des thématiques au travers de démarches qui sont propres à l'EMI. Donc en théorie, ça n'ajoute pas, ce ne sont pas des questions complémentaires, hein, elles sont transversales, elles permettent de traiter le programme, mais avec un angle particulier. Et donc, le programme est lourd, mais je ne pense pas que ça l'alourdisse. Hein. C'est une autre façon d'entrer dans le programme. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, dans la même idée, une autre manière d'entrer dans le programme avec des opportunités parce que l'éducation transversale, que ce soit le DD, le MI, elles offrent des ancrages au réel, dans les contextualisations, dans les objets, dans les sujets interrogés, dans les questionnements, au regard d'une actualité, au regard de préoccupations du moment, au regard des préoccupations de nos élèves, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient. Donc sur la question du fond et sur la question de la forme, je reste convaincu aussi que le DD, le MI, dans les démarches pédagogiques, dans les mises en œuvre pédagogiques, dans les démarches de projet qu'elle propose, et ce qu'on montrait là sur la question du reportage ou de la question du projet de renaturation, ce sont aussi des leviers pédagogiques pour décentrer les apprentissages par rapport à la représentation que les élèves peuvent parfois se faire de l'histoire et de la géographie ou de l'EMC, de quelque chose qui est simplement quelque chose qu'on reçoit et qu'on doit apprendre. L'histoire, la géographie, l'EMC, c'est aussi des enseignements qu'on met en œuvre, qu'on éprouve au réel des questions, mais au réel des pratiques pédagogiques aussi, des activités. Merci beaucoup. Alors, on va voir s'il y a d'autres personnes se lancent pour poser leurs questions. Est-ce que ça voudrait dire qu'on a été très clair? Ah non, Alors, bonjour. Quelle place doit-on donner aux compléments qui sont proposés dans les cahiers? Je me lance? Oui, vas-y, je te laisse répondre. Alors, les compléments, c'est un choix qui a été fait d'abord avec des compléments en EDD, maintenant aussi en EMI, qui peuvent être investis de manière assez variable en fonction de votre démarche pédagogique, de votre progression pédagogique, de la réalité de votre groupe classe, etc. Ces compléments, moi je dirais qu'ils ont, à la fois ils vous permettent d'assurer un traitement du thème en vous offrant des opportunités de le colorer de manière particulière dans ce qui est le plus utile à votre projet et aux besoins de vos élèves. Mais ça permet aussi d'introduire assez simplement de la différenciation pédagogique. Par exemple, on sait que c'est pas toujours évident de différencier certains enseignements, certains points de traitement des programmes. Là, la ressource complémentaire, ça peut être pour un élève qui est plus avancé que les autres de dépasser le cadre, d'aller explorer un peu plus loin, un peu ailleurs, parce qu'il a terminé avant les autres, parce qu'il était déjà averti sur cette question, qu'il avait travaillé dans une autre année ou dans un autre enseignement. Mais aussi, ça peut être pour un élève qui serait plus en difficulté de lui amener un regard complémentaire pour essayer de provoquer ce petit déclic en
en faisant un pas de côté et le faire sortir de la difficulté qui peut être celle du rapport aux documents associés aux questions et de l'amener sur une ressource qui n'est là que de manière complémentaire, qui n'est pas interrogée en tant que telle. Il n'y a pas la question, les questions nécessairement associées. Et enfin, peut-être un dernier intérêt que j'y verrai, c'est de faire du lien et dans ce qu'on évoquait au tout début sur l'économie de plantation, c'est aussi de faire du lien qui peut être une lecture complémentaire à l'issue du cours, plutôt qu'un exercice à réaliser, proposer une lecture complémentaire pour permettre à l'élève déjà de nourrir sa réflexion de choses qu'il rencontrera plus tard quand il étudiera d'autres thèmes dans l'année ou dans les années suivantes. Super, merci. Alors, il y a une question par rapport aux ressources. Alors, de quelles ressources s'agit-il? La disponibilité des ressources. Parce que les ressources qui sont complémentaires des DEMI, donc il y a un QR code et il y a une URL qui permet d'y accéder. Et alors, elles sont aussi bien disponibles en Outre-mer qu'en métropole. Oui, c'est bien de ça dont on parle. A priori, si je peux, les nouveaux manuels ne sont pas arrivés. Donc, c'est que vous allez recevoir les spécimens, donc on peut répondre directement à Gladys. Nous, côté édition Fouché, les spécimens sont en train d'arriver. Donc, voilà, c'est peut-être le petit décalage. Et après, les ressources sont flashables dans comme vient de le dire Christophe, dans les cahiers. Et sur les manuels numériques aussi, vous les aurez. Là, vous pouvez déjà les avoir sur les démos, les parties numériques en démo. Et sur l'ensemble des manuels, c'est incessamment sous peu sur les nouvelles parutions. Et Christophe, d'ailleurs, si vous pouvez montrer la dernière slide, du coup, oui. Vous verrez que sur l'ensemble de l'offre, sur les précédents cahiers d'ailleurs, Sophie, Christophe et le reste de l'équipe, que je remercie d'ailleurs au passage, a déjà travaillé sur ce type de ressources par le passé. Donc là, on les met encore plus en avant et elles correspondent encore plus à un moment important. Mais ces ressources DD et ces liens EMI, elles faisaient déjà partie des nouveaux cahiers, que ce soit en troisième prépa métier, dans les autres ouvrages première bac pro et CAP, comme ça c'est les nouvelles éditions de cette année. Mais voilà, vous les avez sur toutes les parutions. Alors je sais pas si on a bien répondu, Gladys. A priori, je pense que c'est simplement un décalage, mais n'hésitez pas après à le signaler au service enseignant si vous n'avez pas encore reçu les spécimens dans peut-être une semaine. Il y a Laurence qui est en train de taper, mais en attendant, il y a une autre question. Je me demande aussi sur les questions sensibles. Oui. Alors, c'est vrai que la question des questions socialement sensibles et socialement vives sont parfois un peu redoutées dans la réaction des élèves, dans le traitement. Pour autant, et l'histoire-géographie, le MC, mais aussi le MI, le DD sont vraiment au cœur de ces questions parce que ces questions sensibles, ces questions vives, elles sont vraiment au cœur du projet éducatif d'éducation à la citoyenneté de manière large, puisque c'est celle auxquelles devront faire face nos futurs adultes, nos futurs citoyens. Dans le traitement qui est proposé, en fait, ce que nous cherchons, c'est à concevoir l'approche pédagogique de manière à amener suffisamment de données pour objectiver, à conduire l'activité de manière à amener l'élève à poser sa réflexion, et comme je le disais tout à l'heure, à refroidir la question en l'objectivant, en exerçant son esprit critique et en fondant sa position sur l'analyse des données, l'analyse des situations, des problématiques. Et peut-être que par rapport à la question précédente, pour relier les deux, l'intérêt et l'avantage de l'EMI, de l'EDD, des éducations transversales de manière plus générale, c'est qu'elles sont par essence problématisées, ces éducations. Et la problématisation amène à traiter la question plus que le sujet lui-même. Et de là, on peut conduire des activités pédagogiques qui vont permettre de mettre les élèves dans cette perspective de se poser les bonnes questions et de fonder le questionnement.
Et en ce sens-là, on refroidit la question. Si tu veux compléter, Sophie? Oui, oui, moi je pense que, disons, les pages, comme elles sont faites, elles ne sont pas là pour mettre les enseignants en difficulté, hein. Il ne s'agit pas évidemment de traiter de choses comme ça à brûle-pourpoint, mais dans une démarche de construction et d'analyse, c'est comme tu dis, ça permet de mettre à distance les thèmes. Et puis après, en fonction de la classe qu'on a, on peut tout à fait compléter avec des choses peut-être un petit peu plus sensibles. Mais là, dans le manuel, les pages sont conçues pour ne pas mettre l'enseignant en difficulté, hein. Ça, c'est pas ce qu'on cherche. Super, merci beaucoup. On arrive pile poil à la fin du webinaire, donc c'est parfait. Merci beaucoup Christophe et Sophie pour votre intervention très intéressante. Merci à tous pour vos questions. Si vous voulez revoir le webinaire, vous allez recevoir un email juste à la fin du webinaire avec le lien vers le replay, donc vous pourrez le revoir. Et vous pourrez également le transmettre à vos collègues qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Ce replay sera également sur la chaîne YouTube Coucher, donc n'hésitez pas à aller voir également sur cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci, bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, au revoir.